Hello la canaille, aujourd'hui vidéo un peu technique, on va essayer de montrer que la bourse, même si elle a les caractéristiques d'un jeu de hasard, les résultats qu'elle donne sont pas complètement aléatoires. Et même, elle suit une loi que je vais détailler. En tout cas, elle suit une loi, voilà, c'est ce que montre l'expérience. Donc je vais vous partager quelques résultats remarquables que j'ai obtenus pour que vous puissiez mieux visualiser vos chances de succès en bourse. La première chose que j'ai faite a été de me procurer les données du S&P 500, ce qu'a fait l'indice au quotidien sur les 20 dernières années, comme ça on a une bonne base de travail. On aura des milliers d'observations, ça c'est assez facile, vous trouvez plein de sites internet où vous pouvez télécharger le cours de l'indice. Moi je l'ai récupéré sur investing.com, que vous connaissez j'imagine, et je me suis sauvegardé ça dans un petit folder. Ensuite j'ai ouvert le fichier sur Excel et vous voyez, les données qu'on a là, elles sont brutes, on ne peut pas les manipuler si facilement. Donc le premier truc à faire, c'est de virer les infos qui ne m'intéressent pas. Vous voyez que j'ai plein de guillemets, là, tout ça, j'en veux pas. Alors du coup, il faut aller dans la section Données, convertir. Voilà, en plus, ça vous fera un petit tuto Excel. C'est vraiment un outil très puissant pour ceux qui veulent investir. Il faut maîtriser Excel. Ça vous ouvre des possibilités de calcul incroyables. Donc bref, on arrive sur ce panneau, et nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur le délimiteur. Parce que ce qu'on aimerait, c'est avoir une colonne avec la date, une colonne avec le cours de clôture du S&P 500. Et on voit que le délimiteur, c'est une virgule. Donc on va aller cliquer la virgule et décocher tabulation. Et hop, vous voyez, ça met les données dans le bon ordre. Ça nous affiche les choses comme on veut, bien dans des colonnes. Après, j'enlève toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas et je garde, voilà, on y est. Seulement la date et le cours de clôture. Là, c'est cool, on fait un peu de ménage dans les données, on va pouvoir bosser. À ce stade, je fais juste un petit test sur le format des chiffres, parce que vous savez, dans certains pays, les milliers, c'est avec une virgule, les décimales, ça peut être un point, ou alors les milliers, ça peut être un apostrophe, des choses comme ça. Donc comme j'en sais rien, je vais prendre voilà, cette case-là et lui ajouter plus 10. Donc si j'ai une erreur, c'est qu'il n'a pas été capable de faire 4774 plus 10. Donc ouais, voilà, on a une erreur. Donc je peux toujours pas travailler sur mes données. Du coup, je vais tout sélectionner et je vais faire un petit CTRL F pour Find, et je vais lui demander d'aller remplacer tous les points par rien. Supprimer les points en fait. Et ensuite, toutes les virgules, on les remplacera par des points. Je refais le petit test de l'addition, et voilà. Là, il a bien compris ce que je voulais faire, 4774 plus 10. Donc il affiche 4784, top. Bon, jusque-là, les amis, on n'a pas encore commencé à bosser. Là, c'était juste la préparation des données. Maintenant, on va se plonger dans ce fameux S&P 500 pour comprendre comment il évolue, et est-ce que c'est un pur jeu de hasard à somme nulle. Et ce qui nous intéresse, plus que le cours de l'indice en lui-même, c'est sa variation. Donc je vais regarder de combien il a évolué tous les jours. Ça c'est une formule que vous connaissez bien, le taux de variation. C'est la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. Petit rappel de vos formules de collège. Ensuite on va appliquer la formule à toutes les lignes, et on va afficher le résultat sous la forme d'un pourcentage, c'est quand même plus lisible. Donc là, ça devient intéressant. On voit que entre le 20 décembre 2023 et le 21, le S&P a gagné pratiquement 1%. Entre le 14 et le 15, ça n'avait presque pas bougé. Moins 0,01%, donc insignifiant. Évidemment, tout en bas du tableau, la dernière formule, elle contient une erreur, parce qu'il n'y a pas de valeur encore avant, donc on supprime ça. On revient tout en haut, cool. Et ce que je veux savoir, là, c'est très important que vous soyez attentifs. Je veux savoir combien il y a eu de jours où ça a grimpé, et ensuite je vais comparer ça avec le nombre de jours où le S&P 500 a baissé. Pour ça, on a une formule dans Excel, NBC, qui va compter dans une colonne donnée le nombre de lignes qui valident une condition. Donc je vais lui indiquer la colonne C, donc la colonne de nos variations, et comme condition, je veux du positif. Donc il va compter toutes les fois dans la colonne C où il va trouver un nombre positif, autrement dit, toutes les fois où la bourse a monté. On obtient 2713. La conclusion, Excel a compté que sur les 20 dernières années, le S&P 500 a augmenté 2713 fois. De combien, ça on ne sait pas, mais au moins il a monté un certain nombre de fois. Même chose sur le négatif, je copie-colle la formule, je lui remets la colonne C, et je change le signe pour que cette fois il compte le nombre de fois où il y a eu une baisse. Et il en trouve 2278. Et puis, pour n'oublier personne, on va aussi compter le nombre de fois où le S&P a fait du surplace. Égale 0. Donc au total, je fais la somme, j'ai 4999 observations.
Et là, on s'arrête une seconde. On a déjà un résultat remarquable. C'est qu'on a plus souvent des jours de hausse que des jours de baisse. Et on a fait nos calculs sur une base de 20 ans, rappelez-vous. Donc ça montre qu'acheter le S&P 500, acheter l'index via des ETF par exemple, sur le long terme, c'est une stratégie qui semble gagner. On peut même dire que 54,3% du temps, ça monte. Et 45,6% du temps, le marché baisse. Donc vous avez plus d'une chance sur deux que le marché monte d'un jour sur l'autre. Sur un horizon de temps très long, ça a l'air de vouloir dire que la bourse gagne. Mais ça, c'est pas une analyse suffisante. Parce que imaginez, certes, le marché ne baisse que dans 45,6% du temps, mais s'il baisse à chaque fois de 10%, genre énorme crise Covid, alors que de l'autre, dans les 54,3% de chances de gain, il monte que de 2%, la balance au final, elle va pencher du côté négatif. C'est comme jouer à pile ou face, mais si vous perdez le pari, vous payez 5 €, alors que si vous le gagnez, vous n'empochez que 3. Sur 2 tirages chanceux, vous pourriez gagner. Mais si vous répétez l'opération sur 4999 tirages, comme dans le cas du S&P 500, c'est sûr, vous allez perdre à ce petit jeu. Donc ce qu'on va chercher à étudier, c'est la distribution des résultats. Et pour ça, je vais choisir des intervalles de 0,1%, en partant de moins 10%, et ça jusqu'à plus 10% dans le positif. Je veux savoir combien il y a eu de jours où le S&P 500 a perdu entre 10% et 9,9%, puis combien de fois entre 9,8% et 9,9%, puis entre 9,7% et 9,8%, blablabla, jusque dans le positif, tout à fait de l'autre côté. Évidemment, on s'attend à quelque chose d'intuitif, du style, il y a eu peu de jours finalement avec de grosses variations de la bourse. Dans la grande majorité des cas, en vrai, le S&P 500, on s'imagine très bien qu'il a fait en gros plus 0,3% ou moins 0,5%, quelque chose comme ça. Mais les grosses journées de panique à moins 7%, pour le marché dans son ensemble, c'est très rare. Et inversement, les journées de rêve où l'indice grimpe de plus 6%, c'est pareil, ça arrive quasiment jamais. À ce moment de notre analyse, on a une formule Excel NBC qui permet de compter sur une colonne donnée le nombre de lignes qui respectent une condition. C'est la même que tout à l'heure. Et moi, je veux savoir combien il y a eu de fois où le S&P 500 a eu une variation entre moins 10% et moins 9,9% comme je disais. Donc je tape ma formule et je la tire ensuite pour tous les intervalles possibles. Bien sûr, on a beaucoup de 0 et de 1, parce que là on est sur des intervalles assez violents. Et c'est rare quand l'indice accuse une grosse perte sur une seule journée, donc c'est normal, on s'attendait à ce résultat. Ensuite, je vais tracer un graphique, des histogrammes tout simplement, et devinez ce qu'on voit apparaître, une belle cloche de loi gaussienne, une belle distribution en cloche. Je rajoute des axes en abscisse et en ordonnée, je rends mon graphique un peu sympa et je l'agrandis. Alors la loi gaussienne, pour ceux qui ne seraient pas familiers, on la doit à Monsieur Gauss, et son objectif c'est de représenter des phénomènes aléatoires. Comment les résultats sont distribués. Et en fait, la bourse, qui a l'air complètement random, en réalité, les résultats qu'elle offre sont relativement prévisibles, sur un lot de données suffisamment grand. Au milieu, on a les jours où le S&P 500, vous voyez, a évolué entre plus 0,5% et moins 0,5%. On a beaucoup d'observations, ça arrivait très souvent, plus de 300 fois pour quelques intervalles. Les jours où on a eu moins 1,5%, c'est quand même arrivé presque 50 fois. Voilà comment il faut lire ce graphique. Et ce qu'on appelle en maths les queues de distribution, c'est-à-dire les extrémités, comme attendu, les barres sont de moins en moins épaisses. Ça arrive pratiquement jamais. On n'a aucune occurrence, ou presque. Et cette loi normale, cette distribution des résultats sur des trucs aléatoires, on la retrouve dans plein d'études. C'est vraiment fascinant. Si vous regardez la taille des gens dans la rue, la plupart seront entre 1m60 et 1m80. Et puis très rarement, vous aurez des gens qui font plus de 2 mètres. Et très rarement aussi, de l'autre côté, vous aurez des gens qui font 1m40. Autre exemple, à l'école, après vos partiels à la fac, la plupart des gens vont avoir une note entre 10 et 12 sur 20. Quelques élèves brillants auront 19, mais ils sont très rares. Et de l'autre côté, inversement, quelques autres, très rares aussi, auront 2 sur 20. Donc voilà, c'est assez amusant de voir que la bourse, qui a l'air de donner des résultats complètement au pif, au jour le jour, en fait ça suit une distribution normale, sur le long terme, sur 20 ans d'observation. Ce qu'il faut en déduire, c'est que si vous investissez, vous vous dites, voilà, moi j'achète l'indice en entier, à ce stade vous savez que non seulement vous aurez 54% de chance de gagner, mais aussi l'indice ne fera pas complètement n'importe quoi. Si vous paniquez parce que vous voyez 3 jours d'affilée avec une perte de 2%, ce qui fait mal,
Dites-vous bien que c'est extrêmement rare et qu'il y aura des périodes où, inversement, vous aurez 3 fois de suite un gain de 2% pour équilibrer. Tout l'art, c'est de se dire, voilà, sachant que la bourse suit une loi de distribution de Gauss, si vous avez un peu de chance et que vos ETF gagnent tous les jours depuis une semaine, attendez-vous à ce que la tendance s'inverse. Et alors, peut-être qu'il est temps de vendre. Une mauvaise passe est inévitable. Statistiquement, c'est inévitable. Vous aurez des périodes où le marché va craquer et vous allez perdre beaucoup. Il faut juste le savoir, il faut en prendre conscience. Mais à nouveau, la stratégie, c'est de dire j'achète l'indice au complet, j'achète un ETF S&P 500 et je sais que voilà, il y aura des turbulences, parce qu'on a beaucoup de jours où ça a été négatif, mais on aura aussi beaucoup de belles éclaircies, à raison de 54,3% du temps. Et la beauté du truc, c'est que la moyenne, le résultat moyen des observations, il est de 0,036%. Donc il y a des jours où ça fait moins 5%, il y en a d'autres où ça fait plus 4%, mais en moyenne, le S&P sur 20 ans, il a pris 0,036% au quotidien, pondéré par les probabilités de hausse ou de baisse de 54 et de 46. Donc la conclusion de cette petite analyse, c'est quoi? C'est de dire, la bourse c'est un jeu aléatoire, on ne sait pas prédire quels seront les résultats. Par contre, 2, sur le long terme, c'est un jeu qui gagne un tout petit peu plus souvent qu'il ne perd, à raison de 54% de chance de gain contre 45,6%. 3, les variations qu'on a au quotidien ne sont pas totalement chaotiques. Elles suivent une loi normale, donc on s'attend à avoir la plupart du temps assez peu de variations, et très occasionnellement de gros chocs dans le rouge ou dans le vert. 4, enfin, en moyenne, le résultat quand même, il crache 0,036% de gain par jour. Donc compte tenu de cette analyse, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas investir en bourse. C'est comme jouer à un jeu avec des dés pipés, qui sont à notre avantage. Pas de beaucoup, mais sur une partie complète, ça finit par faire la différence. J'espère que ça aura été instructif pour vous les amis. Voilà, encore une vidéo où je vous montre un fichier Excel un peu affreux. C'est peut-être pas la vidéo la plus fun, mais à mon sens elle est très importante. Il faut que les gens comprennent que la bourse est de leur côté. Elle ne joue pas contre eux. C'est un jeu qui gagne très peu, mais qui gagne en moyenne. Là-dessus je vous laisse et je vous dis ciao la canaille.